Anime News. Salut à tous, c'est Alex. Je vous propose un nouveau rendez-vous avec Anime News, un hors-série consacré à un portrait d'un acteur dans le manga, dans l'animation japonaise. Aujourd'hui, pour ce premier hors-série d'Anime News, nous recevons Karim Talbi, le cofondateur de Isan Manga, maison d'édition fondée en 2013, cette année, et qui se lance dans le manga de luxe. Karim Talbi est affable, il est passionné, ses éditions sont de vraies pierres précieuses, à l'image des livres de la collection La Pléiade. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la 15e Japan Touch, c'était à Lyon, c'était le 30 novembre et le 1er décembre 2013. Rendez-vous tout de suite avec un très grand passionné du manga et de l'animation japonaise. Bonjour Karim Talbi. Bonjour Alexandre, je suis Karim Talbi d'Isan Manga, cofondateur de la société avec Etienne Barral. Merci en tout cas de nous accorder quelques minutes pour Generic Kids. En premier lieu, je voulais te demander quel est le concept d'Isan Manga et quel était le parcours pour créer Isan Manga. Alors tout d'abord merci de nous accueillir, merci à vous de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Alors le concept d'Isan Manga, alors c'est facile et difficile à définir. Il faut tout d'abord savoir qu'Isan en japonais veut dire patrimoine. Donc qui dit patrimoine culturel, patrimoine historique. Donc voilà, c'est ça. Et après le parcours pour créer la société. Le parcours c'est tout bête. Il y a 2 ans, 3 ans de ça même maintenant, j'ai rencontré Etienne Barral lors d'une mission travail commune et on a discuté un peu de ce qu'on aimerait voir sur le marché du manga et on s'est rendu compte qu'on avait à peu près la même vision et surtout qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait proposer. Enfin, c'est ce qu'on cherchait, on ne trouvait pas. C'est une bonne opportunité. Voilà, et on s'est dit, si nous on le cherche, on pense que d'autres personnes, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc on s'est dit, faisons-le nous-mêmes. Et Isan Manga est né. Et par rapport à ton parcours à toi, j'ai cru comprendre que tu étais issu du livre, donc c'est vraiment quelque chose que tu connais. Et pour le coup, on sent un côté à la fois littéraire, à la fois un côté manga, une bonne alliance des deux en fait. Alors mon parcours, c'est assez rigolo parce que à l'origine de ma formation, j'ai une formation d'électricien. Donc voilà, tout de suite on part sur tout à fait autre chose. Mais j'ai toujours été un grand lecteur, j'ai toujours adoré lire des petits, des livres de Jules Verne, des bandes dessinées, des Tintins, des comics et des mangas. Un peu comme beaucoup de monde dans les années 90 quand j'étais jeune, j'ai lu des mangas et puis mangas explosés en France et j'ai grandi avec vraiment. Et derrière, dans ma formation scolaire, j'ai fait tout à fait autre chose et un jour, j'ai eu une annonce sur un site d'un éditeur qui cherchait un graphiste et j'étais graphiste autodidacte, mais c'était un jeune éditeur qui démarrait et je me suis dit pourquoi pas postuler, c'est un monde que j'aime, le monde du livre, et j'ai envoyé ma candidature et ça a été accepté. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi, chez qui j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était un petit éditeur, qu'on était 4 personnes et que pour le coup on faisait tous un peu pas mal de choses en dehors de notre métier de base, et j'ai appris beaucoup chez eux. Derrière on s'est séparés en 2007 et de 2007 à 2012-13 je le fais encore un peu, j'ai été graphiste freelance, donc j'ai été maquettiste pour pas mal d'éditeurs de manga, même dans la BD, dans le livre. J'ai fait des rencontres notamment à l'ATEP, qui est une association, l'association des techniciens d'édition et de publicité, et c'est avec des gens avec qui j'ai beaucoup appris sur le métier de comment faire un livre, comment faire un objet, un bel objet. J'ai appris beaucoup de choses, des choses que j'applique aujourd'hui sur Isan Manga. Et c'est à tout ça qu'on doit finalement Isan Manga, et du coup tout ce savoir que tu as accumulé te permet de développer Isan Manga et de... Oui, voilà, c'est vraiment c'est 10 ans de travail dans divers jobs, diverses choses dans le livre qui font que on a appris pas mal de choses. On a appris un peu la distribution chez le jeune éditeur parce qu'on était aussi distributeur. On a appris plein de choses et c'est vraiment un cumul d'expériences, de diverses expériences qui peuvent avoir un rapport ou non avec le livre, qui font qu'un jour on a un magazine tout ça et on peut
on peut le transmettre et on peut l'utiliser. Et on a un très beau résultat parce que on a vu Roméo et Juliette, on a vu Madame Bovary, Kamen Rider, maintenant l'épée de Paros. Très beau résultat sur les objets. J'aimerais qu'on parle un peu justement de cette qualité d'impression, de ce bel objet livre que tu nous proposes. Alors, très beau résultat, tout d'abord merci. C'est le but recherché, c'est vraiment moi, en tant que fabricant, j'ai été frustré chez d'autres éditeurs où forcément on avait la limite du prix du livre de poche, on avait cette limite de coût de fabrication qui devait être minime, et c'est vrai que quitte à faire une belle collection, on s'est dit autant se lâcher, quelque chose qui va vraiment attirer l'œil, qui sera comme on appelle ça un livre-objet, donc quelque chose qui prend une belle place dans une bibliothèque, à côté d'éditions collector de DVD, des choses comme ça. On a voulu faire des beaux livres, donc on s'est rien interdit, on a un livre broché, donc c'est cousu, c'est pas collé, c'est de la meilleure qualité, ça tient mieux en main, c'est une couverture cartonnée dure, avec dessus, pour parler de termes techniques, on a une dorure à chaud, un marquage à chaud, qui est l'effet brillant sur les logos, en doré, en argenté. On a ce qu'on appelle un vernis sélectif, donc une zone, une surface sur le livre qui va ressortir en brillant, ces choses comme ça. C'est des choses qui ont un petit coût de fabrication, qui demandent un peu de technique pour le faire, mais c'est pas exceptionnel. Mais voilà, on s'est dit que tout ça additionné sur un beau papier, qu'on a choisi un papier spécifique, une gamme de papier qui est un peu plus haut de gamme que ce qu'on a habituellement, parce qu'on voulait vraiment avoir un objet qui soit d'une qualité, je vais dire exceptionnelle, c'est peut-être se jeter des fleurs, mais d'une belle qualité. D'une belle qualité et d'une grande collection. Voilà, d'avoir après une collection qui va se suivre et qui fera que on sera content d'avoir dans sa bibliothèque des titres de manga à côté de la Pléiade, ou des choses comme ça. Alors encore une fois, on est loin avec la Pléiade, mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir la Pléiade du manga. Et par rapport aux titres choisis, on remarque tout de suite qu'il y a des styles différents qui sont abordés. C'est aussi une volonté justement d'éclectisme et de diversité. Oui, parce que Étienne comme moi, on aime à peu près tout. On ne va pas s'enfermer dans un genre. On voit aujourd'hui des éditeurs qui segmentent vraiment leur collection. Il y a la collection shoujo, la collection shonen, la collection yaoi. Nous, on a une collection de manga. Donc on va pas classer ça par le genre du titre, on va classer ça par période. En fait, on a la collection littérature qui est vraiment à part, qui concerne l'adaptation d'œuvres littéraires. Et derrière, on a la collection Isan Manga Foundation avec les titres d'Ishinomori, qui sont Ishinomori avec Osamu Tezuka sont les artistes qui ont œuvré à la fondation du manga moderne. Donc on peut faire un retour dans une collection fondation. On a la collection classique qui vont être des titres qui datent des années 80 à 90 avec l'épée de Paros, avec bientôt de la Konosuko, et c'est des trucs nous on veut pas segmenter, en fait on est sur une collection de bandes dessinées, et que ce soit un shonen, un shoujo ou quelque chose, on aura le même traitement, parce que pour nous ça reste une œuvre, c'est comme un film, un film ça reste un film, pour moi on peut dire que c'est un film d'action, c'est un film de machin, mais ça reste un film. Le shoujo n'est pas que dessiné aux filles, il peut sortir de ses clichés. Moi je suis un homme, je lis beaucoup de shoujo, je lis du shonen, je lis du seinen, et tant que le titre est bon, il me plaît. Et justement, comment se fait le choix des titres? Il se fait par des coups de cœur ou par des artistes qui ont entendu parler de vous et qui se dirigent vers vous? Alors, c'est beaucoup de coups de cœur parce que c'est des titres qui à la base nous plaisent, mais alors, on est encore jeune, donc il n'y a pas vraiment d'artistes qui disent waouh, Isan Manga, trop bien, on va y aller. Oui, vous avez démarré en 2013. On a démarré en février 2013, grâce aux relations d'Étienne qui travaille avec Madame Igarashi, et du coup, on lui a présenté le projet et elle était vraiment enthousiaste à l'idée de faire une belle collection de beaux livres. Et alors, on a eu un peu peur qu'avec le résultat, qu'on lui montre, qu'elle soit déçue, que ça machin, et au contraire, elle est vraiment enthousiasmée parce que c'est une belle collection. Pour l'anecdote, quand on a voulu obtenir les droits de Kamen Rider, on est allé les démarcher, ils nous ont dit montrez-nous ce que vous savez faire. On a attendu un peu, on a sorti Roméo et Juliette et Madame Bovary, et quand on leur a montré, ils étaient étonnés qu'on atteigne un niveau de qualité assez élevé. Ils étaient vraiment dire si vous faites ça, ils nous ont dit si vous faites ça, banco, allons-y quoi. On veut. Et une telle collection existe au Japon? Il y a des éditeurs comme ça qui se lancent dans des éditions de luxe? Non, il y a des éditions collector. Il existe de belles éditions. Kamen Rider, il y a une très belle boîte box collector au Japon qui est vraiment très très belle. Mais il n'y a pas d'éditeurs spécialisés qui font que ce support-là. C'est particulier. Ça peut arriver d'avoir justement pour l'anniversaire des Kamen Rider, pour la box en question qui est sortie pour les 40 ans de la série. Donc c'était vraiment la belle boîte. Nous, on ne veut pas sortir un livre puff, puis sortir un peu plus haut de gamme, et encore une fois dans 10 ans sortir une édition collector. On veut tout de suite sortir un beau livre. Alors forcément,
ça engendre quelques conséquences parce que bon, c'est un prix de fabrication, donc c'est un prix de vente plus élevé que la moyenne, mais on préfère faire des choses en vente peu, mais en vente bien. Alors forcément, on va pas rentrer dans les chiffres et des choses comme ça, mais on estime que vendre 1000 exemplaires, ça nous suffit. On va pas aller chercher la course aux 10 000 exemplaires, on va pas rentrer dans la course au nouveau shonen avec Pika, Glénat ou Kana, parce qu'on n'a pas les moyens d'être en concurrence avec eux, et parce qu'ils font très bien ce qu'ils font. Et c'est pas votre ligne éditoriale, ça. Non, c'est pas notre ligne éditoriale. Nous, on veut présenter justement, comme je disais, tout ce pan de manga qui n'a pas été publié en France, parce que le marché français est arrivé après. Forcément, quand c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quand on est adolescent, qu'on découvre quelque chose, on est content de savoir qu'est-ce qui s'est fait tout de suite, et après le public mûrit, grandit, et on réfléchit à son histoire. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'il y a eu avant Dragon Ball? Qu'est-ce qu'il y a eu avant Sailor Moon? Et il y a eu plein de choses qui sont extraordinaires sur lesquelles on est passé à côté. Et nous, on est là pour les présenter. Et par rapport à l'œuvre de Madame Igarashi et à cet artiste, est-ce que vous avez du coup une relation privilégiée avec elle? Est-ce que c'est quelle est la manière de travailler avec elle? Alors, on a une relation privilégiée, non, parce que c'est une artiste japonaise qui cherche à vendre ses droits comme plein d'autres, mais on a la chance d'avoir Étienne Barral, donc, qui travaille avec elle régulièrement et qui la connaît depuis 15 ou 20 ans, et pour le coup c'est vrai qu'elle nous a fait confiance plus facilement que si on était n'importe qui d'autre qui vient, qui n'existe pas et qui dit bonjour, je voudrais travailler avec vous. On a eu cette relation de confiance assez vite. Après, c'est une dame qui est vraiment très, très abordable, vraiment très agréable, et pour le coup c'était pour moi une découverte, pour Étienne non, parce qu'il la connaissait, mais c'est vrai qu'elle était enthousiasmée par le projet assez rapidement, on n'a pas eu trop à en faire, mais elle est contente du résultat et nous aussi, donc pour le coup c'est bien. Et pour le coup c'est une édition et ce sont des projets innovants, on en parlait, c'était le thème de la conférence juste avant. Innovation, c'est aussi un risque, ce genre de risque ça ne lui a pas fait peur, elle a voulu Alors, tout bêtement, pour tout vous dire, l'auteur n'a pas grand chose à perdre parce qu'on lui paye une avance de droit qu'elle touche qu'il arrive. C'est l'éditeur qui prend le risque de se prendre là-dessus. Mais le projet, on l'a présenté et elle y croyait. C'était important pour nous de présenter le projet à des gens, pas dire simplement vous payez vos droits, de toute façon vous avez rien à perdre et c'est fini. Non, nous on veut travailler avec des gens qui nous soutiennent plus ou moins. Il y avait une réelle connivence, enfin elle est là aujourd'hui au festival et c'est un soutien. Oui, c'est un soutien, c'est une forme de soutien. Elle est là parce qu'elle a une actualité assez riche en France en ce moment, on le voit avec les Pétaros qui est sorti le 28 novembre. Il y a eu chez Pika un titre sorti dernièrement, donc 2 autres chez nous en début d'année. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle est assez contente d'avoir une actualité de nouveau en France, et bon, elle a fait ses 45 ans de carrière cette année, il faut pas l'oublier. Et il y a une très belle exposition justement à Japan Touch. Justement, faite par Aoji, une exposition formidable, je vous suggère d'aller la voir, elle sera, je sais pas quand sera diffusée l'émission, mais elle sera au Manga Café tout le mois de décembre, au Manga Café V2 à Paris, et ils seront sur plusieurs salons, et allez les voir, c'est vraiment des tableaux formidables, et voilà, encore une fois, c'est une volonté aussi de sa part, de la part de Yumiko Igarashi, de montrer qu'elle existe encore, qu'elle est là et qu'elle fait, que son œuvre continue à vivre. J'aimerais revenir maintenant en fait sur ce mode d'édition, parce qu'on parlait de Madame Igarashi et de votre collaboration avec elle, par rapport à Madame Bovary, par rapport à Roméo et Juliette. Ce qui saute tout de suite aux yeux, bon, c'est effectivement la grande qualité de l'ouvrage, et c'est aussi cette double édition. On a un roman dans le sens de lecture français, un manga dans le sens de lecture japonais. C'est judicieux, c'est innovant, ça fait plaisir de pouvoir à la fois lire du manga et de se dire quelque part que si on n'est pas trop littéraire, on peut être amené à lire le roman, et quelqu'un qui est plutôt littéraire va peut-être être amené à découvrir le manga. Justement, cette double porte, c'est vraiment axé sur la découverte. Finalement, Issan, patrimoine, double édition, découverte, enfin, c'est vraiment une volonté d'allier des générations et d'allier deux genres différents.
tout est résumé comme ça, voilà. Nous, l'idée, c'était vraiment d'attirer des gens avec cette collection-là, d'attirer un public qui n'est pas forcément lecteur de manga. Donc, attirer des parents, des grands-parents pour offrir le slogan d'Isan Manga qu'on a entre nous, c'est Isan Manga, le manga à s'offrir. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir un beau cadeau. Et on s'est dit que pour plaire aux parents, en plus d'adapter Madame Bovary, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse les attirer, montrer que le manga, c'est pas que l'image qu'ils en font, qu'on voit, l'image négative qu'on voit à la télé. Et donc, on a eu cette idée de publier le roman et le manga pour, comme tu disais, attirer des gens qui sont pas forcément lecteurs de manga vers le roman et inversement attirer des jeunes qui sont fans de manga vers la littérature. Parce que je suis aussi un fan de littérature, de romans, j'en lis énormément et pour moi ça allait avec, montrer que le manga c'est pas que l'image cliché qu'on en voit malheureusement souvent à la télé, et c'est aussi d'autres choses, c'est un point culturel. Avec Isan on parle de patrimoine, là on touche le patrimoine culturel européen, français avec Flaubert et européen avec Shakespeare, du coup Roméo et Juliette, et on relie ça au manga, montrer que la culture mondiale pour le coup peut se réunir dans le manga. Et quels autres titres justement sont envisagés dans ce modèle de double édition, parce qu'il y a des pans de culture et de littérature. Est-ce que vous avez d'autres titres en vue ? On a d'autres titres en vue. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce qu'on est encore en négociation dessus. Mais je pense que sur 2014, il y aura 1 ou 2 titres sur la collection littérature encore qui viendront. Alors, ils ne seront pas forcément tous avec le texte original. C'est pas une obligation, mais on essaie au maximum de le faire comme ça, avec le roman, avec tout ça. C'est pas trop difficile de se faire référencer en librairie quand on a justement cette double édition ? C'est assez compliqué. Pour le début, c'était compliqué parce que les libraires ne savaient pas s'ils devaient nous mettre au rayon littérature, au rayon bande dessinée, au rayon manga. Et nous, ce qu'on leur disait, c'est mettez-nous partout, hein. On a plus de chances de vendre. Mais bon, le monde étant ce qu'il est, c'est pas forcément possible. Mais on est éditeur de manga à la base. Donc on a bien précisé qu'on voulait être au rayon manga, absolument. Après, rien n'empêche, c'est le métier de libraire, c'est à lui de conseiller les gens. C'est son métier d'orienter les gens vers d'orienter des gens du rayon littérature vers le rayon manga en disant attendez, vous cherchez un cadeau pour votre fille, pour votre petite fille ou pour vous-même. Venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer, ça va vous plaire. Isan Manga, le manga à s'offrir. Voilà, on y revient sur le concept de cadeau qui nous tient à cœur. Et quel retour avez-vous justement sur cette formule inédite d'édition ? Des retours positifs. On a eu beaucoup de retours positifs dans la presse, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Des retours des libraires, bon c'était compliqué, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont compliquées pour les libraires actuellement, mais quelque part l'idée leur plaît. Ça permet aussi d'attirer un nouveau lectorat en librairie spécialisée manga, c'est-à-dire que les gens vont vouloir chercher ça, de la littérature vont rentrer dans les librairies. C'est le rôle du libraire après de transformer cette curiosité en le renvoyant vers d'autres mangas, d'autres bandes dessinées, et donc ça permet encore une fois de mélanger les cultures. Le melting pot, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui au niveau de la culture, c'est ce qui est formidable. Exactement. Et envisagez-vous une distribution sur plateforme numérique, je pense notamment à Isneo, de ces titres ? Pour le moment non, parce que nous on se positionne sur des titres sur le livre-objet, et c'est plus dur à retranscrire une belle fabrication en format numérique. Après, c'est l'évolution du produit aussi qui fait que le numérique existe et qu'il ne faut pas le dire non, ça n'existe pas, c'est faux. Pour le moment, on n'a pas les ressources nécessaires humaines et financières, tout bêtement. Donc pour l'instant, c'est pas qu'on s'y intéresse pas, on regarde ça de près, mais pour le moment, on n'en fait pas. On ne s'interdit pas de le faire plus tard, mais ça sera sous une autre forme. On veut innover. Donc si on le fait, on veut innover. On ne peut pas venir faire comme les autres en disant on vient, on va regarder, on a des fichiers comme tout le monde sur l'App Store ou on veut, ou sur Amazon, ou sur Kindle, ou machin, et on veut venir avec quelque chose de nouveau. Donc on y réfléchit. Pour le moment, on sait qu'on ne peut pas le faire, mais le jour où on le fera en faisant quelque chose de nouveau. Pour une de mes dernières questions, j'aimerais savoir quand sortira Le Disciple de Doraku, parce que le titre était prévu pour le mois de septembre et il a été reporté. Voilà, Le Disciple de Doraku a été reporté. En fait, on a eu, c'est pas un problème, on a eu l'auteur qui se posait des questions par rapport à l'adaptation. Savoir que le Hakugo, c'est un art très particulier, plein de jeux de mots, plein de blagues, de blagues qui concernent la culture traditionnelle japonaise. Donc c'est très très difficile à retranscrire. On a la chance d'avoir un traducteur qui est Cyril Kopni, qui est lui-même rakugoka en langue japonaise au Japon et qui travaille avec un
un Rakugoka connu qui était en France dernièrement et qui l'aide à adapter certaines choses en lui expliquant, voilà, Cyril vit au Japon depuis très longtemps, il connaît très bien la culture japonaise, et pour le coup, il a eu de longs échanges avec l'auteur, entre l'auteur et le traducteur, et ça prend du temps parce que forcément on passe par l'agent, qui passe par l'éditeur, et ainsi de suite, ça a pris du temps, mais nous on voulait pas sortir un livre avec avoir un auteur frustré qui se dit mais c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, donc on a eu beaucoup d'échanges, et puis ça a pris du temps. Aujourd'hui il est d'accord, il est content du travail qui a été fait. Pour la petite histoire, malgré ces presque 6 mois de report, on n'a rien changé, mais il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et aujourd'hui on a un auteur qui nous fait confiance, et c'est important pour nous d'être en bonne relation avec les auteurs, comme avec l'éditeur japonais, comme avec tout le monde. Voilà, l'éditeur japonais nous avait dit on a fait un contrat, si vous voulez publier quand même, allez-y. On a dit non, on préfère que l'auteur soit content du résultat. C'est un monsieur qui est assez âgé, donc ça a pris un peu de temps pour échanger avec lui, mais voilà, le résultat final sera là, il sera bon. De toute façon, on le sait, je ne m'inquiétais pas là-dessus à la base, mais bon, comme je vous ai dit dans la traduction, rien n'a été changé. Donc simplement, on a expliqué pas mal de choses à l'auteur, lui expliquer pourquoi les Français pourront comprendre cette blague, ce machin qui concerne une blague qui est récurrente depuis les rideaux au Japon. Bon voilà, lui expliquer que nous on fait la démarche d'avoir un lexique à la fin, d'expliquer tout bêtement pourquoi c'est drôle. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais connaître un peu, si dans la mesure du possible, toujours quelques projets, alors si ce n'est les titres bien entendu, mais au moins les styles qui seront abordés. En 2014, je pense qu'on verra se développer la collection Fondation, donc avec la même collection Kamen Rider, sur d'autres titres, d'autres genres, mais de la même époque. La collection classique des années 80-90 va aussi se développer, la littérature également, et on verra peut-être apparaître une nouvelle collection pour 2014 ou 2015, mais on espère sortir 8 à 10 titres pour l'année prochaine. Une nouvelle collection sur quoi ? Toujours de manga, mais on avait les collections, on avait défini 5 grandes collections chez Isan Manga. On avait la collection littérature, la collection classique, la collection Fondation, et après il y a peut-être d'autres choses qui sont plus récentes, mais qui vont parler de culture traditionnelle, des choses un peu plus axées là-dessus. On en discute, on essaye de voir si ça peut se faire, ça se fera avec plaisir. Si ça se fait pas, ça ne se fera pas, mais c'est pas on veut pouvoir présenter plusieurs générations de mangas à plusieurs générations de lecteurs. Merci beaucoup Kérim Talvi. Merci Alexandre. Et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Ce premier série d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, bien entendu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur ces rencontres, sur ces rendez-vous un peu particuliers. On essaiera d'en faire le plus possible au rythme de nos rencontres avec les artistes et les éditeurs lors des divers festivals. Je vous rappelle que l'épée de Paros est disponible en librairie, ainsi que le volume 2 de Kamen Rider, le deuxième et dernier volume de Kamen Rider aux éditions Isan Manga, et ce depuis le 28 novembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Restez bien fidèles à notre antenne. Salut, salut!おてんばいたずら大好きかけっこ好きプライ好き私はキャンディー